toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie, numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous recevons Bernard Rougier et Jean-Pierre Aubin. Bernard Rougier est islamologue et auteur de nombreux essais dans les territoires conquis de l'islamisme aux presses universitaires de France. Jean-Pierre Aubin est ancien inspecteur général de l'éducation nationale. Il vient de publier un ouvrage qui fait tragiquement écho à l'actualité. Les profs ont peur, école et laïcité, enquête sur le grand renoncement aux éditions de l'Observatoire. Dans cette émission, il sera question de l'assassinat au couteau du professeur de français Dominique Bernard à Arras, presque 3 ans jour pour jour, après celui de Samuel Paty et plus largement de l'offensive islamiste à l'école. Pourquoi et comment l'éducation nationale est-elle visée par l'islam radical ? À l'heure du conflit israélo-palestinien, peut-on toujours enseigner le sort des juifs à l'école ? La loi sur l'abaya vient-elle trop tard ? En matière de laïcité, l'institution a-t-elle renoncé ? Tout de suite, les réponses de Bernard Rougier et de Jean-Pierre Aubin en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Bernard Rougier, Jean-Pierre Aubin, bonjour. 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 Jean-Pierre Aubin, vous êtes l'auteur de ce livre, les profs ont peur, qui est paru cette semaine et qui, compte tenu des événements, apparaît tout à fait prémonitoire. Mais vous êtes aussi un ancien inspecteur général de l'éducation nationale et en 2004, vous avez été l'auteur du fameux rapport Aubin, un rapport sur les signes et les manifestations d'appartenance religieuse à l'école, qui sonnait déjà l'alerte sur la montée en puissance de l'islamisme à l'école. Est-ce que parfois il vous arrive, un rapport qui avait été enterré, il faut le rappeler, en 2004 par le gouvernement, est-ce qu'il vous arrive de penser que si les politiques avaient agi en 2004, Samuel Paty et Dominique Bernard sera toujours vivants ? Bon, je ne me prononcerai pas sur ces événements-là. Personne ne peut prédire à l'avance ce qui peut se passer. Mais ce dont je suis certain, c'est que si on avait pris en compte le rapport de l'inspection générale de 2004, l'étendue de l'influence islamiste dans l'école ne serait pas aussi importante. Nous avions enquêté à l'époque dans une 60aine d'établissements. Et avec l'idée que en dehors de ces quartiers sensibles, les choses se passaient normalement. En tout cas, les professeurs, même dans ces établissements difficiles où nous avions enquêté, n'avaient pas peur. Ils avaient des contestations d'enseignement. Ils étaient démunis par rapport à ces contestations. Et surtout, l'institution ne faisait rien et ignorait complètement leurs difficultés. Aujourd'hui, à travers les enquêtes que l'on possède, les études que l'on possède de l'IFOP en particulier, depuis 2018, on a une vue d'ensemble de ces attaques de l'islamisme à l'école. Et on est sûr aujourd'hui que cette influence sur les élèves, sur certains élèves en tout cas, c'est considérablement étendu. Il n'y a plus aujourd'hui de discipline qui soit épargnée, de territoire qui soit épargné. On a des chiffres qui sont stupéfiants. 80% des professeurs disent avoir peur, dans certaines circonstances, de certains de leurs élèves. 80%. 1 sur 2 s'autocensure. Le ministre, hier, à la Sorbonne, à l'occasion de la remise du prix Samuel Paty, a eu des mots très forts sur cette question. Il a dit qu'il n'ignorait pas cette situation, qu'elle était détestable et que c'était même un poison pour la France. Qu'il se donnait comme objectif que plus aucun professeur soit empêché d'enseigner vous y croyez ? Le moindre parti de son programme. Je ne crois pas qu'on puisse y arriver facilement, c'est sûr. J'ai plutôt l'impression que... je crois en sa détermination, en tout cas sa sincérité, oui.
Merci Jean-Pierre Robin. On expliquera, on essaiera d'expliquer tout à l'heure comment on en est arrivé là. Mais d'abord, Bernard Rougier, ce drame qui intervient au moment où le Hamas avait appelé à une journée internationale du djihad. Comment expliquez-vous, vous qui êtes aussi un spécialiste du Proche-Orient, pourquoi ces événements se répercutent immédiatement en France, hein? Le premier réflexe du ministère de l'Intérieur avait été de protéger les synagogues, les écoles juives. Ça n'a pas suffi. Les Juifs n'ont pas été visés, heureusement, pour le moment. Enfin, pas de manière aussi tragique que ce professeur, mais un professeur visé. Est-ce que vous faites le lien entre les deux? Je pense que oui. Et pourquoi ça se répercute alors que c'est à 3000 km de chez nous? Oui, merci. On peut faire le lien parce que, en réalité, ce conflit qui pourrit depuis maintenant un certain temps, qui a une nature en réalité politique et territoriale, est transformé par un certain nombre de prédicateurs, d'intellectuels, sur les deux rives de la Méditerranée, en conflit de civilisation. Et finalement, le conflit perd sa dimension territoriale, son épaisseur historique, au profit d'une vision exclusivement religieuse. Et en particulier Gaza, depuis les séquences régulières de guerre, depuis 2008, 2009, 2012, 2014, 2021, est systématiquement utilisée comme étant en quelque sorte la preuve du caractère démoniaque du monde extérieur, des Juifs, de l'Occident en général, par rapport aux Palestiniens. Comme si la Palestine était l'image miniature, en quelque sorte, du malheur musulman. Ce qui arrive aux Palestiniens, la violence militaire dont ils font l'objet, et, de point de vue des prédicateurs islamistes, en quelque sorte, l'expression d'une persécution qui frappe de manière générale les musulmans. Et on voit bien comment un conflit, encore une fois, politique et territorial par nature, est transformé en conflit religieux. Est-ce qu'il est encore seulement politique et territorial, à mon sens, oui. Le paradoxe de tout ça, c'est que jusqu'à 2000, vous savez, c'était une réflexion faite dans les mémoires d'Ami Ayalon, qui était l'ancien chef du Shin Bet israélien, qui disait que dans l'année 2000, qui va conduire à la deuxième intifada, les populations croyaient à la fois dans la société israélienne et dans la société palestinienne à la possibilité d'une paix, et que dans cette année-là, il n'y avait qu'une attaque terroriste israélienne. Et donc, il ne faut pas confondre les opposants à la paix et les déçus de la paix. Et il y a une responsabilité, quand on revient encore une fois sur ce dossier, à mon sens, américaine, dans le fait d'avoir mal organisé la conférence de Camp David il y a 23 ans. Finalement, cette conférence se termine par ce qu'on appelle les paramètres de la paix. Ces paramètres de la paix faisaient l'objet d'un accord à la fois par Arafat et Ehud Barak à l'époque, mais les deux ont été en quelque sorte dépassés par leur propre société. La visite de Sharon sur l'esplanade des mosquées d'un côté, les attentats du Hamas de l'autre, ont radicalisé la situation et l'ont militarisée. Donc on a des moments où les temporalités politiques ne coïncident plus avec des expressions religieuses ou des expressions nationalistes. Tout à fait, mais vous avez expliqué qu'ils avaient été dépassés par leur société, justement, et le Hamas a tout de même été plébiscité à Gaza. Est-ce que la société palestinienne, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, est de plus en plus islamisée? Est-ce que aussi, peut-être la société israélienne est de plus en plus radicalisée? Il est certain que pendant toute la durée du processus de paix, de 1993 à 2000, l'objectif principal du Hamas était de torpiller la paix par des attentats. Et il est certain aussi que ces attentats ont fait le jeu de la droite et de l'extrême droite israélienne, qui par définition étaient opposés à la perspective de la paix. Donc il y a une espèce de paradoxe à voir les ennemis se combattre aujourd'hui, qui ont été d'une certaine manière les meilleurs ennemis pour détruire le processus d'Oslo. Sur la société à Gaza, il y avait des manifestations d'opposition au Hamas. Il n'est pas du tout certain que le Hamas soit représentatif. Il y a peut-être aujourd'hui un réflexe de solidarité avec les destructions, puisque on est d'un côté avec 1300 morts israéliens massacrés, et on a dépassé les 2000 morts palestiniens par bombardement. Et nous savons que ça va continuer encore pendant plusieurs semaines. Et plus ça continue, moins il y a de perspectives de paix et d'intervention internationale, plus l'idée que les Palestiniens finalement sont une espèce d'irritants qui peuvent être dépassés par les accords d'Abraham, etc., plus cette idée s'installe et plus les islamistes vont transformer ce conflit pour Jérusalem, le nom même de l'intervention.
c'est le déluge d'Al-Aqsa, le déluge de Jérusalem, le nom donné par le Hamas à l'opération. Et on voit bien l'utilisation des symboles religieux et leur capacité à interpeller, aussi bien en Indonésie, à Paris, en région parisienne, n'importe où dans le monde. Qu'à Arras, malheureusement, on le rappelle. On va marquer une première courte pause dans cette émission. On continue à discuter des répercussions de ce conflit en France et notamment à l'école qui est particulièrement visée aujourd'hui par les islamistes. À tout de suite, en toute vérité, avec Jean-Pierre Aubin et Bernard Rougier. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'éducation nationale, auteur de Les profs ont peur, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire, École et laïcité, enquête sur le grand renoncement. Et Bernard Rougier, islamologue, auteur notamment des territoires conquis de l'islamisme aux presses universitaires de France. Nous parlions avant la pause du conflit israélo-palestinien et de ses répercussions tragique en France, répercussions tragiques puisque le Hamas avait appelé à une journée internationale du djihad. Il y a sans doute un lien entre la mort de Dominique Bernard, ce professeur de français à Arras, et cet appel du Hamas. Et ce qui est frappant aussi, c'est que le terroriste a tué un professeur de lettres, mais il visait, Jean-Pierre Aubin, un professeur d'histoire. Et pour continuer à faire le lien avec le Proche-Orient, on voit dans votre livre que c'est de plus en plus difficile d'enseigner notamment la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, le sort des Juifs dans certains établissements, notamment à cause de ce conflit israélo-palestinien. Oui, on le sait, en France, les actes antisémites, la courbe des actes antisémites suit la courbe des événements du Moyen-Orient. Et à l'école, ça ne fait pas exception. Les instituteurs dans le primaire, mais les professeurs d'histoire qui enseignent aussi l'éducation civique dans le secondaire, sont en première ligne sur ces questions. C'est eux que l'on va solliciter. Les élèves se posent des questions sur ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui. Ils vont voir leurs professeurs d'histoire. Ils leur demandent de parler de l'actualité. Souvent, d'ailleurs, les professeurs instituent dans leur classe un petit moment pour parler de l'actualité, surtout au lycée, par exemple, avec les grands élèves. Et ces derniers jours, évidemment, c'est les événements du Proche-Orient qui étaient sur la table. Et c'est à ce moment-là qu'un fanatique assassine un professeur aux portes d'un lycée à Arras. Et semble-t-il, d'après les éléments qu'on possède actuellement de l'enquête, il cherchait à tuer un professeur d'histoire. N'importe quel professeur d'histoire, semble-t-il. Ce qui montre que, dans son esprit, sans doute, ces professeurs-là ont une responsabilité particulière pour enseigner les valeurs qui nous rassemblent, les valeurs de la République, les valeurs des Lumières même. Et en particulier, ce pourquoi Samuel Paty a été assassiné, la liberté d'expression. Aujourd'hui, d'après les enquêtes de l'IFOP, on sait que ce ne sont pas les enseignements disciplinaires qui sont en première ligne, qui sont les premiers contestés. Bien sûr, l'enseignement de la Shoah est difficile, l'enseignement des guerres coloniales également, de la décolonisation est difficile, l'enseignement de la théorie de l'évolution, Darwin, est très difficile aussi, mais curieusement, et ça a été ma surprise d'ailleurs en écrivant le livre, ce sont l'enseignement des valeurs qui arrivent en première ligne, c'est-à-dire l'égalité homme-femme, la liberté d'expression, la laïcité, la mixité de la société, la mixité de l'école en particulier, sont les sujets sur lesquels un certain nombre d'élèves, influencés par l'islamisme, interviennent, contestent, transgressent des règles. Ça se passe concrètement parce que votre livre est une enquête fondée sur des témoignages de professeurs. Comment ça se passe dans une classe quand un professeur est victime de pression ou entend des propos antisémites de ses élèves ou homophobes? Est-ce qu'il y a une censure? Est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce qu'ils sont démunis, que
l'institution les soutient. Vaste sujet. C'est le sujet du livre, précisément. Oui. Et ça se passe différemment selon les situations. Je donne une vingtaine d'exemples de situations de contestation d'enseignement ou de peur de contestation d'enseignement. Mais, par exemple, ce professeur qui enseigne l'histoire et qui se trouve face à une contestation d'une élève qui enseigne l'histoire, mais qui, dans une séquence sur la liberté d'expression, utilise une caricature antisémite de l'entre-deux-guerres pour montrer aux élèves comment la liberté d'expression en France a pu évoluer au XXe siècle. Et une élève d'origine musulmane ou musulmane qui profère à ce moment-là de très violents propos antisémites. Et donc elle intervient en disant que ne peut pas tolérer ça dans la classe et que ça tombe sous le coup de la loi. Alors elle se tourne vers ses camarades et elle lui dit et elle leur dit: la prof, je vais lui faire la misère. Voilà. Et effectivement, le cours d'après, elle se lève et commence à faire sa prière au milieu de la classe, dans le cours de la professeure. Donc l'élève est exclu de classe. Et la professeure va se renseigner à la vie scolaire ensuite, pour savoir auprès du conseiller principal d'éducation ce qu'est les conséquences. Aucune conséquence. Elle n'a pas été punie. Donc voilà un exemple, il n'est pas représentatif de ce qui se passe, mais pour montrer que la difficulté dans laquelle se trouvent ces professeurs aujourd'hui. L'insulte ou la menace, je vais te faire une Samuel Paty, est aussi passée dans le langage courant chez Oui, c'est semble-t-il assez fréquent. Assez fréquent et utilisé souvent dans des circonstances qui peuvent ne rien avoir avec la religion ou la laïcité. Bernard Rougier, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement le djihadiste qui a visé Dominique Bernard cherchait un professeur d'histoire. Ça a été dit. Pourquoi est-ce qu'il vise l'histoire ? On sait que les islamistes ont leur propre récit, finalement, leur propre vision de l'histoire. Donc, est-ce que finalement c'est tout à fait cohérent ? Est-ce qu'à travers les professeurs d'histoire, ils s'attaquent aussi finalement, à notre cohésion nationale et aux faits qui sont transmis dans les écoles. De façon claire, l'islamisme, c'est aussi une épistémologie, c'est-à-dire une conception du savoir. Et tout ce qui relève de la construction nationale, de la mise en avant d'une identité, d'une citoyenneté, représente des valeurs à combattre. Jean-Pierre Aubin a cité la mixité. C'est très intéressant. Depuis que je m'intéresse à l'islamisme, je fais maintenant plus de 30 ans, le mot « irtilat » en arabe, ça veut dire mixité. Et c'est un mot détesté. Et c'est toujours la condamnation de la mixité homme-femme, d'abord, qui est vécue comme une chose abominable. Et c'est la mixité sous toutes ses formes, en quelque sorte. Et c'est le culte d'une pureté. Et donc, il y a une histoire sacrée, et les autres histoires sont des histoires à combattre. Évidemment, puisqu'elles créent une identité, en quelque sorte, et que les islamismes s'acharnent à créer une seule identité, qui est l'identité religieuse, qui est le lien religieux avec le système de règles qui l'accompagne. Donc, vouloir détruire un modèle concurrent, qui est le modèle français avec son école républicaine, est assez logique en quelque sorte. Et on a cette compétition, cette rivalité entre deux systèmes de normes, l'un qui fonde la République et qui est accompagné par des savoirs profanes par définition, et un autre qui fonde une cité idéale religieuse musulmane et qui est accompagné par des sources divines, des écritures saintes. Et un certain nombre, encore une fois, tout ça n'est pas le fruit du hasard. Vous avez des cours en ligne, vous avez un certain nombre de cours donnés aussi dans les mosquées, par des prédicateurs qui ont à la fois la mosquée physique et ce que j'appelle la mosquée numérique, qui vont transmettre de manière assez subtile l'idée que la société française est une société d'ignorance, sous-entendu parce qu'elle n'est pas musulmane, parce qu'elle n'est pas islamique, parce qu'elle n'est pas régulée par des lois divines. Eh bien, c'est une société par rapport à laquelle il faut essayer de créer une séparation, de se retrouver entre nous. C'est le fameux al-wala ou al-bara, c'est l'allégeance à la seule norme religieuse et la séparation d'avec le reste de la société. Et le lieu de production des savoirs, ce sont les lycées, les écoles, évidemment. Et donc c'est un lieu emblématique qu'il faut intimider et si possible faire taire pour que
le collège, le lieu de rassemblement des adolescents, soit aussi le lieu de diffusion de la norme religieuse. Et comment vous avez créé les territoires conquis de l'islamisme? Comment les entrepreneurs identitaires, les islamistes, ils tissent leur toile à l'école et peut-être autour de l'école? Alors, il y a une chose qui m'avait surprise dans certains lieux, c'est la proximité des mosquées avec des collèges et lycées. Et quand j'avais fait des entretiens, notamment avec des élus ou des hauts fonctionnaires, je leur disais, veillez quand même à ce qu'il y ait une certaine distance, parce qu'il y a des lieux de production de différents ordres. Et le risque, c'est qu'on les confonde, ou que les élèves les confondent. Encore une fois, il ne faut pas se tromper sur mon discours. L'islam est totalement compatible, à mon sens, avec la République. Je parle ici de l'islamisme. Et encore une fois, de la tentation de mettre en concurrence deux types de savoirs. Comment cette circulation fonctionne? Elle circule par des cours de religion, sous prétexte de donner des cours d'arabe, par une sacralisation des sources, par la valorisation d'une seule dimension de la tradition. Pas la tradition la plus ouverte, mais la tradition la plus fermée, par un certain nombre de mécanismes de jugement. Vous allez prendre des exemples de la jurisprudence musulmane qui condamne, par exemple, le fait de tromper autrui sur la qualité de la marchandise, ce qui est tout à fait légitime, et c'est une disposition de notre code civil, mais vous allez la transposer sur les relations hommes-femmes, et dire tout à coup qu'une femme qui se maquille ou qui porte des talons veut tromper l'homme sur la qualité intrinsèque de la chose, si vous voulez. Et donc on va interdire, sur ce raisonnement par analogie, le maquillage ou les talons hauts. C'est un exemple, mais qui existe. Vous voyez le type de pratique et de discours qui est mis en œuvre. Le grand drame, si vous voulez, ça n'est pas de saisir à chaque fois nos compatriotes musulmans lors de chaque attentat en leur disant « faites quelque chose », etc. Parce que eux le prennent assez mal en disant pourquoi on met en doute notre appartenance à la France. La grande responsabilité, c'est les religieux de statut, c'est-à-dire les imams, ceux qui ont pour rôle de dire l'islam au quotidien. Et on les entend pas beaucoup. On les entend pas beaucoup et ils n'ont pas fait ce travail de lutte contre l'islamisme à l'intérieur. Merci Bernard Rougier. Merci Jean-Pierre Aubin. On fait une petite pause et on se retrouve pour continuer à parler de ce sujet, de la montée en puissance de l'islamisme dans la société française et en particulier à l'école. À tout de suite en toute vérité sur Sud Radio. De retour sur Sud Radio avec Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'éducation nationale, qui vient de décrire et de faire paraître les profs ont peur, école et laïcité, enquête sur le grand renoncement aux éditions de l'Observatoire, un livre qui fait écho à l'actualité tragique et notamment à l'assassinat de Dominique Bernard à Arras vendredi. Et Bernard Rougier, islamologue, auteur de nombreux essais dont les territoires conquis de l'islamisme. Nous discutons donc de la montée en puissance de l'islamisme à l'école sur fond de tensions internationales. Bernard Rougier, vous nous expliquez que effectivement le contexte international sert toujours les islamistes en France et leur permet souvent d'aller plus loin et de franchir des étapes dans la radicalisation de la société. Et c'est la grande difficulté, c'est d'essayer de penser ensemble les deux séquences. Si on regarde le passé, le petit groupe de Farid Benyetou, ce qu'on a appelé les filières des buts de Chaumont, où ont basculé vers le radicalisme les frères Kouachi, ça s'est mis en place avec l'émotion, j'allais dire, provoquée par la deuxième intifada, l'imminence de la guerre en Irak en 2003, nous sommes au début des années 2000, les effets des attentats du 11 septembre, et donc cette actualité internationale, entre guillemets, s'articule autour de frustrations locales et de protestations aussi par rapport à la loi sur l'interdiction des signes religieux en 2004, et l'amalgame est fait en quelque sorte. Donc il y a l'écosystème local qui fonctionne avec un islamisme à bas bruit, et qui monte en quelque sorte en pression, en intensité, à mesure des images épouvantables qui sont diffusées. C'est très frappant, je regarde beaucoup Al Jazeera plusieurs heures par jour aujourd'hui, de voir qu'il n'y a rien sur la journée du 7 octobre, sur les massacres de civils israéliens, comme si ils ne comprenaient pas que quelque chose s'était passé, qui ne relevait pas j'allais dire, des interactions habituelles israélo-palestiniennes.
Et ces images systématiques, épouvantables, des victimes palestiniennes qui sont vraies, mais de ne voir qu'une seule victime et de ne plus de lâcher en quelque sorte la morale universelle, consistant à essayer d'avoir une solidarité au-delà des clivages et des appartenances pour toutes les victimes. Eh ben, ce réflexe-là a sauté. Et dans ce contexte où les images favorisent, et les réseaux sociaux vont favoriser les types d'identification primaires et l'idée que, au fond, si je tue un juif dans les rues de Paris, je participe à ma manière à la lutte contre Israël. Vous voyez, c'est tout à coup les symboles se substituent à la réalité humaine, politique et à la profondeur historique. C'est aussi une autre dimension, mais qui n'était probablement pas dans l'esprit de façon claire de l'assaillant, c'est que cet islamisme, c'est le triomphe, j'allais dire, d'un monde plat, fait de symboles, contre la profondeur de l'histoire et sa complexité. C'est vraiment la victoire d'une géographie symbolique, en quelque sorte, contre la profondeur historique et la réalité des événements et des choses. Jean-Pierre Aubin, cet attentat intervient effectivement dans un contexte international très compliqué, on l'a dit, mais aussi quelques mois après, même pas quelques mois, un mois après l'interdiction de l'abaya à l'école, ou du moins le fait que le ministre ait pris une position claire, puisqu'en réalité la loi c'est celle de 2004. Comment ça a été reçu dans les écoles par les professeurs? C'est vu comme une protection, cette loi-là. Est-ce qu'elle était nécessaire parce qu'il y avait une offensive réelle qu'on pouvait constater très importante? Parce qu'on nous dit beaucoup, ça concerne que quelques élèves, mais dans votre livre, on voit que c'était une offensive quand même assez importante et concertée. Oui, c'était une offensive concertée qui a été initialisée par un certain nombre de prédicateurs et d'influenceurs sur les réseaux sociaux prisés par les jeunes. Il y avait eu 2 notes du ministère de l'Intérieur qui alertaient au printemps 2022 contre cette offensive. Et cette note n'avait pas été sérieusement prise en compte par le ministère de l'Éducation nationale. Et il a fallu que le ministre de l'Intérieur insiste un petit peu fortement auprès de son collègue pour que finalement une circulaire, celle à laquelle vous faites allusion, soit publiée. Une circulaire qui, d'ailleurs, ne changeait pas grand-chose à l'époque, puisque la grande difficulté, c'était de laisser les professeurs et les chefs d'établissement en responsabiliser, de décider si le signe était interdit, s'il manifestait une appartenance religieuse, ou non. Et donc là, selon les établissements, on avait plusieurs dizaines d'abayas, alors que dans d'autres établissements, la tenue était interdite. La grande vertu de Gabriel Attal, et ce pourquoi je pense les enseignants et les chefs d'établissement lui sont reconnaissants, c'est d'avoir clarifié, d'avoir dit, c'est clair, la loi de 2003 n'interdit pas les signes religieux, elle interdit les signes manifestant une appartenance religieuse. Et de toute évidence, à travers cette campagne médiatique, c'est un signe qui manifestent une appartenance religieuse, puisque les influenceurs disaient aux jeunes musulmans, affirmez votre religion, affirmez votre identité religieuse, n'hésitez pas à transgresser la loi de cette manière-là. Voilà. Donc il n'y avait pas d'ambiguïté sur le message, simplement on plaçait les professeurs et les chefs d'établissement dans une situation d'insécurité. C'est-à-dire que c'est eux qui devenaient responsables d'avoir décidé que c'était bien un signe manifestant une appartenance religieuse. Voilà. Et donc ça a été un soulagement pour beaucoup de professeurs et surtout pour beaucoup de chefs d'établissement qui ont pu appliquer la loi sans se mettre en danger. En toute sécurité, c'est le ministre qui ordonnait. La loi était claire, elle était rappelée. Et le Conseil d'État à 2 reprises donc soutenu cette interprétation de la loi. Jean-Pierre Aubin, est-ce que vous craignez que malgré tout la pression s'accentue et ça pose cette question des signes d'appartenance religieuse soit encore devant nous?
Ça a commencé dès la promulgation de la loi, avec à l'époque les bandanas, pour remplacer le voile. Donc c'est une vieille querelle, une vieille guérilla qui va se poursuivre. Mais je voudrais insister sur un autre point. Dans notre rapport de 2004, et puis je l'ai rappelé dans mon précédent livre, c'est question des tenues vestimentaires qui mobilisent l'opinion, les journalistes, de manière récurrente. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que le vêtement, c'est ce qu'on voit. C'est ce qui peut passer à la télé. Il suffit de filmer des collégiennes voilées ou portant une abaya à la sortie de l'établissement pour qu'on ait un sujet. Mais ce qui se passe dans les classes, ce qui se passe dans l'établissement scolaire, on ne le voit pas. Et c'est l'essentiel. Les professeurs ne se censurent pas à cause des abayas. Ils se censurent pour toute une série d'autres incidents, dans un esprit bien plus grave, qui touche au cœur même de l'enseignement, c'est-à-dire les contenus scolaires. Et je le répète, Gabriel Attal a eu raison hier à la Sorbonne de dire que c'est l'essentiel de l'école qui était attaqué, là. C'est le fondement même de notre école qui est attaqué. Sans doute beaucoup moins à travers les abayas, bien que ce signe soit désormais clairement interdit. Est-ce qu'il y a aussi une forme de militantisme des enseignants? On sait que majoritairement, ils ont bien accueilli cette mesure. Très majoritairement, ils sont favorables à l'application stricte de la laïcité à l'école. Est-ce qu'il n'y a pas une minorité d'enseignants aussi qui sont contre ce type de loi, voire qui flirtent avec une certaine complaisance avec le communautarisme? C'est certain, ils existent. Ils existent en particulier, on le voit dans les banlieues sensibles, et en particulier en Seine-Saint-Denis, où c'est particulièrement difficile dans certains établissements. On se souvient de l'affaire du lycée de Pantin, qui avait, où les professeurs avaient décidé, de faire grève au moment où Gabriel Attal avait effectivement clarifié la situation. Oui, mais il y avait une histoire antérieure encore qui était que les professeurs accueillaient volontairement en classe des élèves voilés. Et ceci pour des raisons politiques. Ils étaient affiliés à 2 syndicats majoritaires dans l'établissement, qui est le petit syndicat Sud Éducation et la fédération, la CNT, la fédération anarchiste. Donc, on a eu beaucoup de mal à redresser, le recteur a eu beaucoup de mal à redresser la situation dans cet établissement. J'en parle longuement dans mon livre. Et ce n'est pas un cas totalement isolé. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'enseignants d'extrême gauche, ou d'ultra-gauche même, qui sont consciemment, volontairement complices de l'islamisme. Au nom d'une idéologie victimaire. Ce sont les musulmans sont stigmatisés, on ne va pas rajouter encore un malheur à leur malheur. À tel point d'ailleurs que certaines organisations d'extrême gauche ultra-laïques défendent l'islamisme. Savoir, je pense à une organisation de libres penseurs qui affiche toujours comme profession de foi à bas la calotte et qui se fait le défenseur intransigeant des pires transgressions de la laïcité à partir du moment où ça vient de l'islam et pas de la religion catholique, par exemple. Merci Jean-Pierre Robin, merci Bernard Rougier. On continue à parler après une courte pause de la question de la montée en puissance de l'islamisme dans la société et en particulier à l'école. On se retrouve en toute vérité dans quelques minutes. Merci. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec Bernard Rougier, islamologue, auteur des Territoires conquis de l'islamisme aux presses universitaires de France, et Jean-Pierre Robin, Les profs ont peur. Ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. C'est une enquête sur l'école, la laïcité et sur le grand renoncement peut-être d'une partie des professeurs. On en parlait avant la pause. Jean-Pierre Robin nous disait qu'il y avait malgré tout une minorité de professeurs qui pouvaient être
complaisants qui pouvaient peut-être être eux-mêmes dans une forme d'idéologie wokiste, même si le mot n'a pas été prononcé. Bernard Rogier, je voulais justement vous interroger là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une forme de convergence des luttes qui s'installe entre les entrepreneurs identitaires que vous avez décrits, qui se servent du contexte au Moyen-Orient, mais aussi leurs idiots utiles ou leurs complices, souvent d'extrême gauche? Elle existe dans le champ universitaire. Gilles Kepel en parle beaucoup dans son dernier livre, Prophète en son pays. C'est le poids de ce que nous appelons, nous, l'islamo-gauchisme. Donc un courant intellectuel dans l'université qui considère que toute analyse critique du phénomène islamiste est en réalité une charge contre les musulmans, qui sont en quelque sorte le nouveau prolétariat, et dont il faudrait mettre en avant surtout la situation d'exploiter, et le statut de victime du capitalisme, plutôt que expliquer que le dominé, ce qui est, aussi, mon point de vue, peut aussi produire de la violence s'il est dominé. Que la sociologie de la domination est souvent aveugle sur la capacité du plus faible, a priori, à produire à son tour de la violence contre d'autres encore plus faibles. Parce qu'il y a une dimension sur laquelle on n'a pas insisté encore, c'est que ces entrepreneurs islamistes sont souvent très, très riches. C'est un commerce, c'est-à-dire si vous expliquez que finalement vous n'êtes pas vraiment musulman tant que vous n'avez pas la connaissance indispensable des sources qui peuvent éventuellement vous sauver, vous garantir la vie dans l'au-delà, c'est-à-dire si vous ne vous inscrivez pas à mes cours à raison de 400 ou 500 € l'inscription, eh bien vous êtes promis à l'enfer. Et ainsi de suite, sur les vêtements, sur les abayas, sur les djellabs, sur l'achat de livres. Si vous ne vous intéressez pas ou si vous n'intéressez pas vos enfants à l'apprentissage et à la vie des grands héros de l'islam, c'est-à-dire si vous n'achetez pas les livres de telle ou telle maison d'édition, si vous ne faites pas le petit pèlerinage qui garantit, avec une arithmétique théologique très subtile, plus de chances d'accéder au paradis, c'est-à-dire si vous ne vous inscrivez pas dans mon agence de pèlerinage, etc., etc. Donc tout ça est aussi du commerce. Et ce qui est vraiment épouvantable, c'est de voir des fidèles sincères donner de l'argent, rentrer dans le jeu au nom d'une conception, j'allais dire, simple et sincère de leur foi, et se faire avoir, pardonnez l'expression, par cette machine à gagner de l'argent. Et donc ces entrepreneurs identitaires, ce ne sont pas du tout des prolétaires, mais ils vont exploiter eux aussi la vulnérabilité de certaines populations pour mettre en œuvre leur commerce. Bernard Rogier, revenons un peu au sujet de l'école que nous avons longuement abordé, notamment à travers la question de l'abaya. L'école est ciblée depuis très longtemps par les islamistes. En fait, on pourrait remonter à l'affaire de Creil en 1989, qui était en fait instrumentalisée par les frères musulmans à l'époque. Elle était instrumentalisée par les frères musulmans. Ça correspond exactement à l'année où les frères musulmans ne considèrent plus l'Europe et la France comme une base arrière pour conduire, j'allais dire, des initiatives au Maghreb ou au Mashrek, mais considèrent que l'Europe devient une terre de conquête, une terre de prédication, et qu'il faut tester en quelque sorte la capacité d'action dans l'école à travers le port du voile. Juste quelques mois avant, ce qui est intéressant, l'affaire de Creil, il y a eu une affaire à Bruxelles, identique. Les Belges, comme souvent, nous ont dépassés ici. Et donc, on a eu exactement à la même année, à la fin des années 80, ces premiers enjeux sur les signes religieux à l'école et la tentative de créer, j'allais dire, une discussion, une tension. Elle avait été réglée à l'époque par Hassan II. Donc, ça n'est même pas la République qui l'a créée. Ensuite, il y a eu ce que Jean-Pierre Robin a critiqué, c'est-à-dire un moment de flottement, d'indécision et donc d'insécurité. Et le drame avec l'abaya, c'est qu'on a vécu un peu la même séquence d'insécurité et d'indécision. On a perdu du temps. Et on a perdu du temps. Mais on perd du temps, c'est-à-dire que on ne voit pas à quel point chaque événement comme celui du voile ouvre quelque chose de nouveau, d'inédit. Et à chaque fois, on pense avec d'anciens cadres sans être capable de nous renouveler. Ce qui arrive aujourd'hui avec l'assassinat de Dominique Bernard et d'autres assassinats ou d'autres événements à venir, nous oblige à repenser en quelque sorte la réalité. Et c'est la grande difficulté. Essayer de comprendre le lien entre l'actualité moyen-orientale et les événements et la situation européenne
voir comment on a des intensités, des engagements qui circulent d'un point à un autre, voir comment vous pouvez aussi avoir avec la mondialisation des socialisations qui peuvent être faites, j'en sais rien, je prends l'exemple d'Msaken, parce que l'attentat du 14 juillet 2016, l'auteur venait d'Msaken. Si vous êtes tunisien et vous vivez à Nice, c'est 50-60 € pour retourner à Sousse, Msaken. Vous êtes beaucoup plus près intellectuellement, culturellement de l'univers tunisien, voire de l'univers tunisien islamiste à l'époque, que de Paris ou de la France, voyez. Donc on a une situation totalement nouvelle, inaugurée par la mondialisation, des territoires circulatoires, des influences multiples, tout ça aggravé par les réseaux sociaux, et donc un monde tout à fait nouveau où la violence peut proliférer. Jean-Pierre Aubin, Bernard Rogier dit on a perdu du temps. Justement, l'éducation nationale, est-ce qu'elle tarde à avoir finalement une ligne claire et qui s'inscrive dans la continuité des différents gouvernements? Avant Gabriel Attal, dont vous avez souligné la détermination, on a eu Pape Ndiaye qui était quand même pas du tout sur la même ligne, qui a refusé de clarifier la situation sur la Baïa, qui pouvait flirter, selon certains, avec une forme de wokisme ou de vision multiculturaliste très éloignée du modèle républicain. Oui, on a le pire qui puisse arriver à une politique, c'est d'être en coup d'accordéon, un zig et un zag, hein, et ceci depuis assez longtemps. On nous rend compte de détermination, de stratégie sur la question de la laïcité, sur l'impact, la prise de conscience de l'impact de l'islamisme sur la société française. On charge un peu l'école de beaucoup de fardeaux aujourd'hui, hein, mais l'école n'est que le réceptacle d'un certain nombre d'évolutions sociales, de mouvements de la société. Simplement, elle pourrait être, dans une stratégie de long terme, qui me semble nécessaire pour combattre l'islamisme, un élément extrêmement important, puisque c'est là qu'on fabrique la société de demain, en principe, l'école. Et donc, si on veut vraiment mener une lutte à long terme contre l'islamisme, je pense qu'il faut donner un rôle particulier à l'école. Pour donner ce rôle particulier à l'école, il faut des enseignants qui soient bien formés et déterminés et qui se sentent protégés. Hein, car la peur qu'ils ont aujourd'hui, l'autocensure qu'ils mettent en œuvre parfois dans leurs cours, tient aussi à un autre élément qui est le manque le sentiment d'insécurité institutionnelle dans lequel ils sont. Ils ne se sentent pas protégés. Ils se sentent au contraire en fragilité s'ils parlent de ce qui se passe dans leur classe. Hein, ça va me retomber dessus, je vais être mal évalué. Donc voilà, ils sont. C'est le pas de vaguisme. Hein, donc il reste dans une grande solitude et je pense que là il faudrait pouvoir donc avoir une politique déterminée pour les protéger, pour qu'ils se sentent en sécurité, et plus largement pour qu'ils se sentent mieux formés. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que les enseignants de moins de 30 ans, dans les enquêtes, sont ceux qui ont le plus peur, qui s'auto-censurent le plus, et qui souhaitent majoritairement, sur certaines questions, abolir les règles de la laïcité à l'école. Hein, il y en a 50% qui sont pour que les élèves soient libres d'adopter la tenue vestimentaire de leur choix, et même 30% qui disent qui pensent que les professeurs aussi devraient pouvoir porter un voile ou une kippa pendant leur cours. Voilà. Donc là, il y a visiblement un effort de formation à faire. Il y a sans doute une révolution à faire dans la formation initiale des enseignants. Je pense qu'aujourd'hui, la formation qu'ils reçoivent, en particulier en matière de valeurs et de capacité et de compétences à faire face aux incidents dont certains élèves sont les auteurs, est largement insuffisante. Largement insuffisante, et passe par vraiment une révolution dans cette formation. Je pense que ce que Bernard Rogier disait du wokisme universitaire est sans doute l'une des causes
pour lesquels ces enseignants sont si mal préparés à affronter l'école telle qu'elle est aujourd'hui, et les élèves tels qu'ils sont. Et malheureusement, avec des situations tragiques comme on l'a vu à Arras ce vendredi. Merci, c'était passionnant. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité. À suivre sur Sud Radio, une journée spéciale autour du quart de finale France-Afrique du Sud. Coup d'envoi à 21h pour ceux qui ne le savent pas encore. Nous vous ferons vivre le compte à rebours avec toutes nos équipes à partir de 16h. Sud Radio sera en direct de la rue Guizard à Paris dans la fan zone Sud Radio, mais aussi à Marseille, à Toulouse, dans toutes les places fortes du rugby. Mais avant ça, vous retrouvez Catherine Bully et David Arthur pour Yapada juste après les infos.